Je m'appelle Madison Keller, et je venais tout juste d'avoir 18 ans, quand j'ai enfin compris qu'être la fille responsable n'était qu'une autre façon de dire invisible. Mon anniversaire était censé être le mien. Je l'avais entouré sur mon calendrier, depuis des mois, non pas parce que j'attendais une grande fête, mais parce qu'avoir 18 ans résonnait comme la preuve que j'avais survécu à des années de comparaison, de correction et de mise à l'écart. Mais quand je suis entré dans notre salon, ce soir-là, la banderole ne portait pas mon prénom. Le gâteau n'était pas pour moi. Les cadeaux emballés n'étaient pas les miens. La pièce était remplie de personnes qui acclamaient quelqu'un d'autre. Et l'on s'attendait à ce que je sourie, parce que c'était ce que je faisais toujours. J'avais dépensé mes économies pour aider à préparer cette fête. J'avais manqué un atelier d'entrée à l'université pour nettoyer la maison, commander des ballons, préparer la nourriture et récupérer le gâteau après l'école. J'ai pensé que peut-être, juste peut-être, quelqu'un se souviendrait que c'était aussi mon anniversaire. Puis, le garçon en or a ouvert un tout nouvel iPhone 17 Pro Max, et tout le monde a applaudi, comme s'il avait remporté un prix. J'ai baissé les yeux vers le comptoir de la cuisine, et j'ai vu ce qu'ils avaient laissé, pour moi. Une part de gâteau, dans laquelle quelqu'un avait déjà pioché, avec une carte à côté, qui disait « Sois un peu plus comme lui ». Personne n'avait l'air gêné. Personne n'a rectifié la situation. Ils ont ri. J'ai ri aussi, parce que parfois, notre corps protège notre cœur, avant que notre esprit n'ait le temps de réaliser. Mais à l'intérieur, quelque chose de silencieux et de définitif s'était brisé. Avant que je vous raconte ce qu'il a dit, et ce qui s'est passé après mon départ, dites-moi quelle heure il est chez vous en ce moment, et d'où vous regardez? Je veux savoir jusqu'où cette histoire voyage, car pendant des années, ma propre famille a agi, comme si ma voix ne pouvait pas quitter cette maison. Je ne suis pas sorti en trombe, pendant la fête. Je n'ai pas jeté le gâteau. Je n'ai pas hurlé, pour dire à quel point c'était injuste. Même si, j'avais répété ce discours dans ma tête, depuis l'âge de 14 ans. Je suis resté jusqu'au départ du dernier invité, j'ai lavé les assiettes, essuyé le glaçage sur le comptoir, et porté les sacs poubelles sur le trottoir, pendant que tous les autres étaient assis dans le salon, parlant de la chance qu'avait notre famille. C'était ça, la partie la plus étrange. Ils croyaient vraiment que nous étions chanceux. Mon père, Richard Keller, avait bâti sa réputation, dans notre petite banlieue de l'Ohio, en vendant une image, celle d'un père de famille travailleur, d'un bénévole à l'église, et d'un chef d'entreprise, qui sponsorisait des événements pour les jeunes, et prononçait des discours sur la discipline. Ma mère, Denise Keller, était la femme que tout le monde félicitait, pour avoir élevé des enfants aussi impressionnants, même si, d'une manière ou d'une autre, ses éloges retombaient toujours sur mon jeune frère, Brandon. Brandon avait 16 ans, il était beau, bruyant, charmant, et traité comme un miracle, pour avoir fait le strict minimum. S'il réussissait un examen, nous faisions la fête. Si j'obtenais un A, on me rappelait de ne pas me montrer trop fier. S'il oubliait ses corvées, il était fatigué. Si j'oubliais une seule chose, j'étais égoïste. Ce soir-là, après la fête, je me tenais dans le couloir, devant la chambre de Brandon, et je l'ai entendu rire avec ses amis, sur haut-parleur. Elle avait l'air tellement en colère, a dit l'un d'eux. Brandon a répondu, elle s'en remettra. Madison s'en remet toujours. Cette phrase était pire que la carte. Parce qu'il avait raison. Je m'en remettais toujours. Je m'étais remise du fait que mes parents aient utilisé l'argent de mes babysitting pour payer son camp de baseball. Je m'étais remise d'avoir manqué des balles d'école, parce que maman disait que Brandon avait besoin qu'on le conduise. Je m'étais remise du fait que mon père me présente comme la sœur de Brandon, lors de dîners communautaires, où il énumérait fièrement chaque trophée que Brandon avait jamais touché. J'avais fini par accepter d'être utile au lieu d'être aimé. Mais pas cette nuit-là. À 1h17 du matin, j'ai rempli un sac à dos, avec 2 chemises, mon vieil ordinateur portable, ma carte de sécurité sociale, un carnet de notes, et les 50 € que j'avais cachés dans une chaussette. J'ai laissé mon téléphone sur la table de la cuisine, car je savais qu'ils allaient le tracer. J'ai pris la petite bague en argent de ma grand-mère décédée, dans mon tiroir, non pas parce qu'elle avait de la valeur, mais parce qu'elle était la seule personne qui avait l'habitude de me demander ce que je voulais. Ensuite, j'ai marché plus de 6 kilomètres dans le noir, jusqu'à la gare routière.
J'ai acheté le billet le moins cher pour Columbus, et je me suis assise à l'arrière, avec mon sac à dos sur les genoux, tremblant si fort, que la fermeture éclair, cliquetait contre mon genou. La liberté ne m'a pas semblé belle, au premier abord. Elle était froide. Elle paraissait stupide. Elle ressemblait à la faim, à la peur, et à cette question incessante, de savoir si je venais de gâcher ma vie. Quand le bus a démarré, j'ai attendu que la culpabilité ne me ramène en arrière. Au lieu de cela, j'ai senti une pensée très claire s'élever en moi. S'ils avaient besoin de moi, ils auraient dû me traiter comme une personne, avant que je ne devienne une personne disparue. Columbus ne m'a pas accueilli, avec des lumières vives, et des opportunités. Elle m'a accueilli avec un trottoir mouillé, des gaz d'échappement de bus, et une femme au bureau d'admission d'un refuge, qui m'a demandé si j'avais une personne de confiance à appeler. J'ai répondu non, avant même de pouvoir me retenir. Les 3 premières nuits, j'ai dormi dans un refuge d'urgence pour femmes, et j'ai gardé mon sac à dos, enroulé autour de mon bras. Pendant la journée, je postulais partout. Épicerie reniflement, entrepôt, entreprise de nettoyage, librairie, salle de courrier. Le seul endroit qui m'a rappelé, était un centre d'impression et d'expédition ouvert 24 heures sur 24, près du quartier universitaire. Le propriétaire, Monsieur Alvarez, avait besoin de quelqu'un, pour l'équipe de nuit. Imprimer des dossiers juridiques, relier des projets d'étudiants, numériser de vieilles archives, emballer des boîtes, pour des personnes qui ne regardaient jamais mon visage. Ce n'était pas glamour, mais c'était un travail honnête. J'ai loué une chambre sans fenêtre, derrière une laverie automatique, à une femme nommée Madame Patel, qui acceptait d'être payée en espèces chaque semaine, et ne posait aucune question, tant que je restais silencieuse. Mon matelas s'affaissait au milieu. Le radiateur sifflait comme s'il me détestait. Certains soirs, je mangeais des biscuits salés pour le dîner, et je me disais que la faim valait toujours mieux que l'humiliation. Je voulais me sentir courageuse, mais la plupart des nuits, j'avais l'impression d'être une imposteuse, faisant semblant d'être forte. La première fois que j'ai reçu mon salaire, j'ai pleuré dans les toilettes des employés, non pas parce que c'était suffisant, mais parce que mon nom était inscrit dessus. Personne ne l'avait donné, à Brandon. Personne n'avait décidé que je ne le méritais pas. J'ai créé une nouvelle adresse email, modifié tous mes mots de passe, supprimé chaque identifiant familial partagé dont je pouvais me souvenir, et bloqué tous les numéros, à l'exception d'un seul. Celui de ma tante, Valérie Whitman. C'était la sœur aînée de ma mère, et elle avait été mise à l'écart de la famille, il y a des années, pour avoir dit ce que personne ne voulait entendre. Je ne l'avais pas encore appelée. J'avais trop honte. Je me disais que je devais d'abord devenir quelqu'un, avant de laisser quiconque voir ce qui m'était arrivé. Mais, 2 semaines après mon départ, alors que j'insérais des piles de papier dans le scanner industriel à 2h40 du matin, mon nouveau téléphone prépayé a vibré avec un message vocal provenant d'un numéro inconnu. J'ai failli le supprimer. Puis, j'ai entendu la voix de ma mère, brisée et haletante. Madison, s'il te plaît, rentre à la maison. Nous ne savions pas, je me suis tenu sous les lumières fluorescentes, entouré par la poussière de papier et les étiquettes d'expédition, et j'ai ri une fois. Non pas parce que c'était drôle, mais parce qu'après 18 ans, ils avaient enfin remarqué l'espace vide, là où je me tenais autrefois. J'ai écouté le message vocal 5 fois, avant le lever du soleil, en espérant que les mots finiraient par changer. Ils n'ont pas changé. S'il te plaît, rentre à la maison. Nous ne savions pas, c'était tout ce que ma mère avait dit, avant que le message ne se dissolve dans des pleurs. Au début, j'ai pensé que peut-être, elle voulait dire qu'il ne savait pas à quel point il m'avait blessé. Peut-être qu'elle était passée devant ma chambre vide, qu'elle avait vu les tiroirs à moitié ouverts, trouvé mes vieux cahiers remplis de tout ce que je n'avais jamais dit, et qu'elle avait enfin compris. Je me suis détesté, pour avoir voulu cela. J'ai détesté la petite fille en moi, qui voulait encore que sa mère la choisisse, même après que toutes les preuves aient démontré qu'elle ne le ferait jamais. Vers 9h du matin, le numéro inconnu a rappelé. Je l'ai laissé sonner, jusqu'à ce que ma main cesse de trembler, puis j'ai décroché, sans dire bonjour. Madison, a chuchoté maman, où es-tu? Sa voix semblait toute petite, mais j'avais appris que les petites voix pouvaient encore cacher des couteaux bien aiguisés. En sécurité, ai-je répondu. C'est tout ce que tu as besoin de savoir. Elle a expiré fortement, comme si je l'avais giflé. As-tu la moindre idée
de ce que tu as fait à cette famille. Et voilà, on y était. Ni de l'inquiétude, ni de la responsabilité, mais un contrôle des dégâts. J'ai fermé les yeux. Ce que j'avais fait. Ton père a à peine dormi. Brandon a manqué l'école 2 fois. Les gens posent des questions. Madame Henderson de l'église a vu que la publication de ton anniversaire avait disparu. Et maintenant, tout le monde se demande pourquoi tu es parti juste après la fête. Comprends-tu? À quoi cela ressemble? J'ai fixé l'imprimante qui chauffait à côté de moi, avec son voyant lumineux, qui clignotait en vert. Pour la première fois, je l'ai entendue clairement. Elle ne pleurait pas, parce que j'étais blessé. Elle pleurait, parce que mon absence était devenue visible. À quoi cela ressemble, ai-je répété. Maman, tu m'as tendu une part de gâteau à moitié entamée, pour mon 18e anniversaire. Ce n'était pas comme ça, a-t-elle rétorqué, puis elle s'est adoucie rapidement, lorsqu'elle a compris que la colère ne fonctionnerait pas. Chérie, tu sais à quel point cette journée était chargée. Les amis de Brandon avaient déjà prévu la surprise, et ton père a pensé que combiner les 2 événements serait plus facile. Personne ne voulait te faire de mal. La carte disait, sois un peu plus comme lui. Un silence s'est installé, puis elle a repris, c'était une blague. Tout le monde a ri parce que tu as fait cette tête, Madison, tu sais bien que tu peux être trop sensible. Et voilà, c'était reparti. Le tour de magie familiale. Prendre le couteau, me poignarder avec, puis me traiter de dramatique, parce que je saignais. J'ai failli raccrocher, mais elle a continué. Écoute-moi. Brandon ne va pas bien. Il se sent abandonné. Il dit que la maison ne semble pas normale sans toi. Il mange à peine. Il n'arrête pas de demander pourquoi tu cherches à le punir. J'ai pressé ma paume contre le comptoir, et je me suis forcé à respirer. Le punir. Je suis parti parce que j'étais fatigué d'être puni pour ne pas être lui. C'est injuste, a dit maman. Ton frère t'aime. Il aime m'avoir à sa disposition. Sa voix a changé, à cet instant. Elle est devenue plus froide, plus contrôlée. Madison, tu as 18 ans, oui, mais tu n'es pas aussi indépendante que tu le penses. Ton assurance maladie passe par ton père. Tes candidatures pour l'université ont toujours besoin de nos informations financières. Ton compte d'épargne a été ouvert quand tu étais mineur. Ne rends pas cela plus difficile que nécessaire. Pendant une seconde, la pièce a tangué. Ce n'était pas une supplication. C'était une laisse. J'ai réalisé qu'elle avait appelé pour tirer dessus. Ma tristesse a brûlé, pour se transformer en quelque chose de plus pur. Es-tu en train de me menacer? Je te rappelle simplement que la famille prend soin de la famille. Non, ai-je répondu, la famille ne construit pas une cage pour l'appeler de la bienveillance. Elle s'est remise à pleurer, mais cette fois-ci, je pouvais entendre la performance derrière ses larmes. S'il te plaît, Madison, rentre à la maison. Nous pouvons en discuter. Ton père a dit que, si tu t'excuses pour nous avoir mis dans l'embarras, il oubliera toute cette histoire. J'ai ri à nouveau, doucement. Dis à papa que je n'ai pas besoin qu'il oublie quoi que ce soit. J'ai besoin qu'il se souvienne d'exactement pourquoi c'est arrivé. Ensuite, j'ai raccroché. Pendant le reste de la journée, mon téléphone s'est rempli de messages, de proches à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Ta mère est inquiète. Ton père est blessé. Brandon a besoin de sa sœur. Arrête d'être têtu. Rentre à la maison, avant que cela ne devienne un problème plus important. Pas une seule personne n'a demandé pourquoi j'étais parti. Pas une seule personne n'a demandé si j'avais mangé, où je dormais, ou si j'étais en sécurité. Vers le soir, j'ai débloqué tante Valérie, et je lui ai envoyé une seule phrase. J'ai quitté la maison, et je pense qu'il mente sur la raison. Elle a appelé, en moins de 30 secondes. Où es-tu, a-t-elle demandé. Columbus. Es-tu en sécurité? J'ai dégluti difficilement, car elle était la première personne à poser la bonne question. En grande partie. En grande partie, ce n'est pas suffisant, a-t-elle répliqué. Envoie-moi l'adresse d'un lieu public. J'arrive demain. J'ai failli dire non.
La fierté a essayé de se mettre en travers de l'aide, mais la fierté n'avait pas payé mon loyer, et la fierté ne m'avait pas serré dans ses bras, quand je pleurais, devant un dîner composé de beurre de cacahuètes et de pain rassis. J'ai donc envoyé l'adresse d'une bibliothèque, située à 3 rue de là. Cette nuit-là, j'ai allumé mon vieil ordinateur portable, et j'ai fouillé dans mes fichiers sauvegardés, mes dossiers cloud, et des captures d'écran oubliées. Je voulais des preuves que je n'étais pas folle. J'ai d'abord trouvé de petites choses. Des tableaux de corvée, avec mon nom inscrit, à côté de chaque tâche difficile. Des textos de maman, me disant d'annuler mes projets, parce que Brandon avait besoin d'un chauffeur. Des photos d'événements familiaux, où je tenais les sacs en arrière-plan, tandis que Brandon posait au centre. Puis, j'ai trouvé une vidéo d'il y a 3 ans, accidentellement sauvegardée, à partir de l'ancien appareil photo de mon père. C'était mon 15e anniversaire. J'étais assise à la table à manger, avec une seule bougie, plantée dans un cupcake de supermarché. En arrière-plan, papa était au téléphone, disant « Nous fêterons ça correctement la semaine prochaine, après le tournoi de Brandon. » Madison. En la regardant, j'ai eu l'impression d'être hanté par ma propre personne. Mais le véritable secret m'attendait encore, dans un dossier intitulé « Université ». Je l'ai ouvert, pensant y trouver mes lettres de motivation. À la place, j'ai trouvé des relevés bancaires numérisés, des courriels concernant les frais de scolarité, et un document portant la signature de mon père, autorisant des retraits, sur un compte que ma grand-mère m'avait laissé. Le compte dont on m'avait dit qu'il n'était pas suffisant pour payer l'université. Ce compte, qui avait discrètement payé les frais de l'école privée de Brandon, son équipe de voyage de baseball, ses cours de soutien, et cette fête d'anniversaire, où je n'avais eu droit qu'au reste du gâteau. Je suis resté pétrifié, dans ma chambre louée, la lueur de l'ordinateur éclairant mon visage, tandis que la vérité réécrivait toute mon enfance. Il ne s'était pas contenté de m'ignorer. Il m'avait dépensé. Tante Valérie est arrivée le lendemain matin, vêtue d'un jean, sans maquillage, avec l'expression d'une femme prête à déclencher une guerre, avant même le petit déjeuner. Elle m'a serré dans ses bras, si fort que j'ai cru me briser. J'avais prévu de rester digne, mais à la seconde où ses bras se sont refermés sur moi, j'ai pleuré, comme un enfant épuisé. Elle ne m'a pas dit de me calmer. Elle n'a pas dit que la famille, c'était compliqué. Elle a attendu que je puisse retrouver mon souffle, puis m'a acheté un sandwich et un thé chaud au café de la bibliothèque. Commence par le début, m'a-t-elle demandé. Alors, c'est ce que j'ai fait. Je lui ai parlé de la fête, de la carte, du gâteau à moitié mangé, du message vocal, et des menaces concernant l'assurance, et les dossiers de l'université. Ensuite, je lui ai montré les fichiers. Son visage est passé lentement de l'inquiétude à l'incrédulité, pour finir par une sorte de fureur silencieuse, qui m'a fait plus peur que n'importe quel cri. Madison, a-t-elle dit, en tapotant le relevé bancaire. Ce compte a été ouvert par ta grand-mère, spécifiquement pour tes études. Maman a dit que c'était l'argent de la famille. Ta mère dit beaucoup de choses, quand la vérité la dérange. Valérie m'a alors expliqué ce qu'on ne m'avait jamais dit. Grand-mère Evelyne avait laissé 2 comptes pour l'éducation, l'un pour moi, et l'autre pour Brandon. Le mien était plus important, car grand-mère avait vécu avec nous, quand j'étais petite. Et d'après Valérie, j'avais passé des après-midi entiers à l'aider, à la suite de son accident vasculaire cérébral. Je m'en souvenais à peine, mais apparemment, grand-mère s'en rappelait. Elle avait écrit une lettre, précisant que cet argent était pour l'avenir de Madison, parce qu'on lui a toujours demandé de grandir, plus vite qu'elle ne le devrait. Mes parents ne m'avaient jamais montré cette lettre. Ils n'en avaient jamais parlé. Au lieu de cela, ils racontaient à nos proches que je n'avais pas encore le niveau pour l'université, et que Brandon avait de plus grandes opportunités. J'ai eu la nausée. Peut-on prouver qu'ils l'ont utilisé? Valérie a hoché la tête. Peut-être pas la totalité, mais suffisamment. Et il y a pire. Elle a sorti son téléphone, et a ouvert le groupe Facebook communautaire et privé, de notre ville natale. Mon père avait publié une vidéo en direct, de la soirée de mon anniversaire. Je ne le savais même pas. La vidéo montrait Brandon en train d'ouvrir son iPhone, les gens l'acclamant, moi me tenant au bord du cadre avec un sac poubelle, et mon père plaisantant. Madison a reçu une leçon de vie, ce soir. Travailler plus dur,
se plaindre moins, et peut-être qu'un jour, elle rattrapera son frère. La salle a ri. Ma mère a souri. Brandon s'est incliné, comme un prince. Je me suis regardé dans le coin de l'écran, souriant avec des yeux éteints. La vidéo comptait plus de 200 j'aime. Les commentaires disaient des choses comme « Magnifique famille, Richard. Excellente éducation. Brandon ira loin. » C'est à ce moment-là que la vengeance a cessé d'être un fantasme pour devenir un véritable plan. Pas une vengeance qui consiste à briser des fenêtres ou à hurler dans l'allée. Quelque chose de mieux. Quelque chose qu'il ne pourrait pas rejeter, comme une simple crise d'adolescence. Une vérité documentée de manière si évidente qu'il serait obligé de s'étouffer avec. Valérie m'a averti de rester prudente. Ne publie aucun nom. Ne profère aucune menace. Ne mens pas. Nous allons construire cela uniquement avec des faits. Elle m'a mise en contact avec son amie, Maya Chen, une bénévole de l'aide juridique, qui accompagnait les jeunes adultes confrontés à des problèmes de violence financière et de logement. Maya m'a expliqué quels documents réclamer, comment protéger mon identité, comment séparer mes finances, et comment conserver précieusement chaque message de mes parents. J'ai appris des mots que je ne m'attendais pas à devoir connaître à 18 ans. Compte de tutelle, retrait non autorisé, coercition, fiducie pour l'éducation, dépendance financière. Chaque nouveau mot me donnait l'impression d'être un peu moins folle. Pendant ce temps, je continuais de travailler de nuit, au centre d'impression. Ce travail est devenu, d'une manière étrange, une partie intégrante de mon plan. Je passais des heures à numériser des documents pour des clients, à organiser des dossiers, et à apprendre à quoi devaient ressembler des preuves, pour être prises au sérieux. J'ai alors commencé à numériser mes propres preuves. Des captures d'écran, des relevés bancaires, d'anciens messages, des photos, le clip en direct, la carte de mon anniversaire, et même le reçu du supermarché prouvant que j'avais payé pour les décorations. Harper Brooks est entrée dans ma vie au cours de cette période, comme une allumette que l'on lâche, près d'une flaque d'essence. Elle était étudiante en journalisme, et venait vers 3 heures du matin, pour imprimer des tracts, destinés à un magazine indépendant du campus. Elle a remarqué que mes mains tremblaient, pendant que je triais mes propres papiers, et elle m'a demandé si j'allais bien. J'ai failli mentir, mais l'épuisement m'a forcé à être honnête. Je lui en ai raconté une version prudente. Le frère favori, l'humiliation de mon anniversaire, l'argent disparu pour l'université, et l'image lisse de ma famille. Harper n'a pas eu de réaction dramatique. Elle a simplement dit, ce n'est pas juste une histoire triste. C'est un schéma récurrent. Et ce sont les schémas que les gens finissent par croire. Elle m'a aidé à transformer mon histoire en de courtes vidéos anonymes, intitulées Les dossiers de la fille invisible, sans donner de nom, ni de ville d'origine, ni de visage, à l'exception du mien, filmé à partir du cou. Chaque vidéo se concentrait sur une seule leçon. Comment fonctionne le favoritisme envers l'enfant chéri? Comment la parentification se cache derrière le masque de la responsabilité? Comment le contrôle financier maintient les jeunes adultes au piège? La première vidéo a fait 800 vues. La deuxième en a fait 12 000. La troisième vidéo, où je montrais la carte disant « Sois un peu plus comme lui », posée à côté du gâteau à moitié mangé, a complètement explosé. Les gens l'ont remixé, pour y ajouter leurs propres histoires. Les commentaires affluaient, venant de filles aînées, de fils ignorés, de beaux enfants, de cousins élevés comme des domestiques, d'enfants devenus adultes, qui tressaillaient encore, dès que quelqu'un leur disait qu'ils étaient beaucoup trop sensibles. Je m'attendais à ce que la validation me procure une sensation de douceur. Ce ne fut pas le cas. Elle m'a semblé lourde à porter. Chaque commentaire me rappelait que ma famille n'avait rien d'unique. Il n'était qu'une version polie, d'une très vieille forme de cruauté. Puis, Harper a remarqué un détail que j'avais raté dans la vidéo en direct de mon père, juste avant la scène du gâteau. Il remerciait 3 sponsors locaux pour leur soutien lors de la collecte de fonds destinée à la bourse de leadership de Brandon. J'ai mis la vidéo en pause. Quelle collecte de fonds a demandé Harper? Je n'en avais aucune idée. Valérie, en revanche, le savait. Elle m'a appelé 1 heure plus tard, la voix tendue. Ton père a récolté de l'argent l'année dernière, auprès de membres de l'église et de partenaires commerciaux, en prétendant que cela financerait la scolarité de vous deux.
Je m'en souviens, car j'ai refusé de faire un don, lorsqu'il n'a pas voulu me montrer les détails du projet. Mes mains sont devenues glacées. De nous deux? Oui, a-t-elle confirmé. Il a utilisé ton nom. C'était le rebondissement qui a tout fait basculer. Mon père n'avait pas seulement pris de l'argent qui m'était destiné, il avait également utilisé ma souffrance invisible pour soigner son image publique. Le père de famille parfait, la fille travailleuse, le fils prometteur, le rêve de toute la communauté. Sauf que la fille s'était enfuie, et que maintenant, elle avait des preuves. La semaine suivante, ma mère m'a appelé à 11 reprises. Je n'ai répondu à aucun de ses appels. Mon père a envoyé un message, depuis un nouveau numéro. Ça suffit. Tu es en train de créer une situation que tu ne comprends absolument pas, j'en ai fait une capture d'écran, et je l'ai ajoutée à mon dossier. Brandon a envoyé un message vocal, à minuit. J'ai failli l'effacer, mais Valérie m'avait conseillé de tout conserver. Sa voix semblait différente, moins arrogante, plus désespérée. Madison, s'il te plaît, arrête de publier tes vidéos. Les gens au lycée racontent des choses. Le coach m'a demandé si tout allait bien dans notre famille. Je ne sais pas ce que tu attends de nous. J'avais envie de lui répondre. Je voulais récupérer mon argent pour l'université. Je voulais qu'on me rende mon enfance. Je voulais que tu dises la vérité quand tout le monde riait. Au lieu de ça, j'ai envoyé un seul texto. Demande à papa où est passé l'argent de mon compte pour les études. Il n'a pas répondu pendant 2 jours. Quand il a fini par le faire, c'était juste pour écrire « De quoi est-ce que tu parles ?» Cela m'a confirmé qu'il ne l'avait jamais su non plus. L'espace d'un instant, j'ai presque ressenti de la pitié pour lui. Puis, je me suis souvenu de toutes les fois où il avait souri avec arrogance, pendant que nos parents me comparaient à lui. De chaque fois qu'il avait accepté mes sacrifices, comme s'il faisait partie de l'ordre naturel des choses, dans cette maison. L'ignorance ne le rendait pas innocent. Elle le rendait seulement protégé. Harper voulait publier un long article de fond, dans le magazine du campus, toujours sous couvert d'anonymat, mais suffisamment détaillé, pour exposer le système. Maya a recommandé la plus grande prudence. Si les contrats commerciaux de ton père sont impliqués, et si l'argent de la collecte de l'église a été détourné sous de faux prétextes, nous avons besoin de documents solides, avant que la moindre accusation publique ne devienne trop précise. Alors, nous avons construit le piège, avec beaucoup de lenteur. Valérie a contacté 3 membres de la famille, qui avaient fait un don, à la soi-disant collecte de fonds éducative. 2 d'entre eux ont envoyé des photos de chèques, portant la mention « Fonds universitaires pour les enfants Keller ». Le 3e a transféré un courriel de remerciement, envoyé par mon père, qui disait « Madison et Brandon bénéficieront tous les 2 de votre générosité ». J'ai fixé mon prénom dans ce courriel, pendant un long moment. Il était très étrange de voir mon père l'utiliser, quand une question d'argent y était attachée. Maya m'a aidé à déposer une demande de relevé, auprès de la banque gérant mon compte de tutelle. Étant donné que j'avais désormais 18 ans, j'avais légalement le droit d'exiger ces informations. La banque n'a pas agi rapidement, mais elle a fini par bouger. En attendant, j'ai continué à publier de nouvelles vidéos anonymes. La série a pris de l'ampleur. Les gens ont commencé à réclamer la suite de l'histoire. Je refusais de nommer qui que ce soit, mais Internet possède cette étrange manière de cerner la vérité. Quelqu'un de ma ville natale a fini par reconnaître les décorations d'anniversaire, visibles dans la vidéo en direct de mon père. Une autre personne s'est souvenue de la collecte de fonds. Des commentaires ont commencé à apparaître, sous ces publications publiques. Est-ce que Madison a aussi touché l'argent pour son université? Pourquoi votre fille portait-elle des sacs poubelles lors de son propre anniversaire? Que veut dire l'expression « sois un peu plus comme lui » ? Mon père a supprimé la vidéo en direct de l'anniversaire. Harper l'avait déjà archivée. Il a supprimé la publication de remerciements concernant la collecte de fonds. Valérie en avait de multiples captures d'écran. Il a posté une déclaration très vague, évoquant une situation familiale difficile, actuellement exploitée par des personnes extérieures. Cela n'a fait qu'empirer les choses. Les personnes extérieures. Ces personnes extérieures étaient celles qu'il avait regardées m'humilier,
tout en appelant cela de l'éducation. Ces personnes extérieures étaient aussi les donateurs, qui avaient signé des chèques, parce qu'ils leur avaient promis un avenir brillant pour ces 2 enfants. 3 jours plus tard, l'école privée de Brandon a convoqué mon père pour un entretien. Je le savais, car ma mère a fini par laisser ce message vocal, qui m'a confirmé que la vérité accomplissait enfin son œuvre. Madison s'est allée beaucoup trop loin. Elle sanglotait. Le comité gérant la bourse de ton frère commence à poser des questions. Ton père risque de perdre le fameux contrat Henderson. Les gens de l'église se mettent à chuchoter, s'il te plaît, ma chérie, rentre à la maison, et nous réglerons tout cela, en privé. En privé. Ce mot a résonné en moi, comme une véritable gifle. La maltraitance adore l'intimité. Le favoritisme adore l'intimité. Le contrôle financier raffole de l'intimité. Toute mon existence avait été un problème privé, qu'il m'avait forcé à porter en public, avec un grand sourire. Je l'ai rappelé ce soir-là, depuis la salle de repos vide de l'imprimerie. Harper était assise à côté de moi avec un carnet, et Valérie écoutait la conversation sur haut-parleur, depuis sa voiture. Je vais vous rencontrer, ai-je annoncé. Maman a poussé un grand soupir de soulagement, oh, Dieu merci. Mais pas à la maison, et pas seule. Demain, au centre communautaire du centre-ville. Toi, papa, Brandon, tante Valérie, et un médiateur. Un lourd silence. Un médiateur, Madison. C'est complètement inutile. Voler l'argent de mes études l'était, tout autant. Son souffle s'est bloqué, quitte à raconter ça. C'est à cet instant précis, que j'ai su. Pas, de quel argent parles-tu? Pas, nous ne ferions jamais une chose pareille. Juste, qui t'a dit ça? J'ai regardé Harper, et elle a soigneusement noté, ces quelques mots. Tu viens de le faire, ai-je répondu. À l'instant. Ma mère a recommencé à pleurer, mais j'en avais fini, d'être ému par des larmes, qui n'apparaissaient, que lorsque les conséquences se présentaient. Apporte tous les documents, liés à mon fonds universitaire, ainsi qu'à la collecte de fonds. Apporte de vraies excuses, rédigées par écrit. Apporte également, un plan de remboursement. Ton père n'acceptera jamais, d'être traité comme un vulgaire criminel. Alors il ferait mieux, de ne plus se comporter comme tel, et elle a raccroché. Le lendemain matin, mon père a fait très exactement, ce à quoi je m'attendais. Il ne s'est pas présenté, au centre communautaire. À sa place, il a envoyé le pasteur Collins, l'entraîneur web, ainsi que Madame Henderson, la femme dont l'entreprise possédait un contrat majeur, avec sa société de fournitures événementielles. Ils sont arrivés, en pensant qu'ils étaient là pour aider une fille fugueuse, à se réconcilier avec sa famille très inquiète. Mon père avait très mal calculé son coût, car je suis arrivé accompagné de Valérie, de Maya, de Harper, ainsi que de dossiers imprimés, de captures d'écran archivées, de documents bancaires, de courriels de donateurs, et de la fameuse carte d'anniversaire, soigneusement rangée dans une pochette en plastique. J'en avais fini de supplier les autres, de me croire. J'avais, avec moi, des pièces à conviction. La salle de réunion du centre communautaire sentait le vieux café et la cire pour le sol, mais pour moi, elle ressemblait à un véritable tribunal. Je me suis assise au bout d'une table pliante, avec mes documents empilés, de façon très soignée, juste devant moi. Tante Valérie s'est assise sur ma gauche. Maya s'est placée sur ma droite. Harper, quant à elle, a attendu vers le fond de la salle, silencieuse mais belle et bien présente. Le pasteur Collins, l'entraîneur web et Madame Henderson, étaient tous venus, car mon père leur avait assuré que j'étais une jeune fille perturbée, en pleine crise existentielle. Ils pensaient qu'ils exerceraient sur moi une pression suffisante, pour me forcer à rentrer à la maison. Ils n'avaient pas la moindre idée, du fait qu'ils venaient tout juste d'inviter, des témoins de choix. Ma mère est arrivée avec 12 minutes de retard, et Brandon l'accompagnait. Brandon semblait différent. Son sweat à capuche pendait de façon un peu lâche. Ses yeux étaient terriblement fatigués. Et cette assurance qu'il portait toujours comme une couronne, s'était totalement évaporée. Maman a marché vers moi, les bras ouverts, tentant de me serrer contre elle, devant tous les regards. J'ai fait un pas en arrière. Non. La salle a soudainement plongé dans un lourd silence. Pour une fois, ma limite personnelle bénéficiait de témoins. Où est papa, ai-je alors demandé.
La bouche de maman s'est pincée. Il a pensé qu'il serait préférable que je vienne en premier. Tante Valérie a laissé échapper un petit rire froid. Traduction, Richard a envoyé en première ligne, pour adoucir un peu l'ambiance. Maman l'a foudroyé du regard, ne te mêle pas de ça. Elle s'en est tenue éloignée, bien assez longtemps, ai-je rétorqué. Puis, j'ai ouvert le tout premier dossier, et je l'ai glissé, de l'autre côté de la table. Les premières pages montraient des captures d'écran de la vidéo en direct, de mon anniversaire. Brandon qui déballe l'iPhone, tout le monde qui l'acclame, moi qui me tiens dans un coin, en portant un sac poubelle. Ensuite venait la photo du gâteau à moitié mangé, accompagnée de la carte qui précisait « Sois un peu plus comme lui ». Brandon a dévisagé la carte, comme s'il ne l'avait jamais réellement vue, auparavant. « Ce n'est pas moi qui ai écrit ça », a-t-il marmonné. « Non », ai-je confirmé. « Tu as simplement ri de bon cœur, quand je l'ai lu. » Son visage s'est décomposé. « Il ne s'est jamais agi d'une simple petite blague », ai-je poursuivi. C'était un schéma récurrent. J'ai ouvert le deuxième dossier. Des messages de maman, m'ordonnant d'annuler mes projets pour Brandon, des listes de corvées, avec mon prénom assigné à chaque tâche ingrate, des courriels royalement ignorés, concernant mes candidatures pour l'université, ainsi que de multiples captures d'écran montrant mon père, exploitant en ligne l'image parfaite de notre famille. C'est alors que j'ai déposé les relevés bancaires sur la table. La respiration de maman s'est modifiée dans la seconde. Madison, a-t-elle murmuré. Ne fais pas ça. J'ai regardé, en direction de Madame Henderson. L'année dernière, mon père a organisé une collecte pour le fonds éducatif des enfants Keller. Est-ce que votre entreprise a fait un don? Madame Henderson a hoché la tête, avec une certaine lenteur. Oui, on nous a formellement affirmé que cela servirait à l'éducation de vos deux enfants. J'ai fait glisser, vers elle, le courriel de remerciement au donateur. Mon prénom a été utilisé, mais l'argent qui devait financer mon éducation a été dépensé pour l'école privée de Brandon, ses divers frais d'entraînement sportif, ainsi que pour les dépenses générales de la famille. La tête de Brandon a pivoté d'un coup sec, vers notre mère. De quel compte parle-t-elle? Maman n'a pas répondu. Ce silence lourd de sens a causé beaucoup plus de dégâts que n'importe quel long discours que j'aurais pu prononcer. Brandon l'a regardé, puis m'a fixé à son tour, et j'ai alors vu la dure réalité le frapper de plein fouet, pour la toute première fois. Il ne savait pas tout, loin de là, mais il avait largement profité de chacun de ses mensonges. Maya a pris la parole, avec beaucoup de calme. Madison exige aujourd'hui un rapport complet et détaillé de son fonds d'études, des modalités claires de remboursement, la restitution immédiate de tous ses documents personnels, ainsi qu'une lettre de rectification, dûment signée, destinée à l'ensemble des donateurs. Si votre famille s'y refuse. L'étape suivante sera une procédure légale et officielle. Le visage de maman s'est alors endurci. Vous avez rempli sa tête avec toutes ces bêtises juridiques. Non, ai-je rétorqué, c'est toi qui as rempli mon enfance avec des mensonges. Elle s'est simplement contentée de leur donner un nom. Le pasteur Collins a retiré ses lunettes. L'entraîneur web s'est penché en avant. Madame Henderson a repris en main le courriel de la collecte, son expression se faisant beaucoup plus glaciale. Maman s'est levée, d'un coup. Est-ce que tu comprends bien ce que tu es en train de faire? Ton père risque de perdre des contrats importants. Brandon pourrait bien perdre sa bourse d'études. Les membres de l'Église murmurent déjà dans notre dos. Nous pourrions absolument tout perdre. Je l'ai dévisagé calmement, et j'ai fini par tout comprendre. Même aujourd'hui, elle n'éprouvait aucun regret pour ce qu'il m'avait fait subir. Reniflement, elle était seulement désolée que les gens l'aient finalement découvert. Tu es encore en train de me demander de protéger tout le monde contre les conséquences de la douleur que l'on m'a infligée, ai-je précisé. Parce que vous êtes une famille, s'est-elle écriée, en larmes. Non, ai-je simplement répondu. C'était parce que j'étais utile. Brandon s'est alors caché le visage avec ses deux mains. Madison, je te jure que je ne savais rien pour l'argent. Peut-être pas, ai-je dit. Mais tu savais pertinemment que j'étais traité comme une employée de maison, sous notre propre toit. Tu savais parfaitement que j'étais constamment poussé vers la sortie.
Tu adorais la lumière des projecteurs, et tu ne t'es jamais demandé qui les portait à bout de bras. Ses yeux se sont remplis de larmes. Je suis vraiment désolé. Je te crois, ai-je dit. Mais un pardon ne vaut pas remboursement. Madame Henderson a été la première à se lever. Je vais suspendre notre contrat avec l'entreprise de Richard, dans l'attente d'une révision approfondie. Maman a halté, vous ne pouvez pas faire une chose pareille. Aussi, je le peux, a rétorqué Madame Henderson. La confiance du public est primordiale. L'entraîneur web s'est levé à son tour. L'école va devoir réexaminer, en détail, le dossier de la bourse de Brandon. Le pasteur Collins avait l'air totalement anéanti. Quant à moi, je vais devoir en parler au comité des finances de notre église. En moins de 5 minutes, l'image d'homme parfait de mon père a commencé à s'effondrer sur elle-même. Je n'avais pas poussé un seul cri. Je n'avais supplié personne. J'avais tout simplement étalé la vérité sur la table et laissé ceux qui avaient cru à ce mensonge le lire par eux-mêmes. Maman s'est effondrée sur sa chaise. Brandon semblait totalement brisé. L'espace d'une seconde, j'ai failli avoir de la peine pour eux. Puis, je me suis rappelé le gâteau à moitié mangé, la carte humiliante, la gare routière, et le refuge d'urgence. Les nuits où j'ai eu faim, pendant qu'il racontait à tout le monde à quel point nous étions une famille parfaite. Madison a chuchoté maman. Je t'en prie, nous pouvons encore réparer tout ça. Rentre à la maison. J'ai refermé mon sac à dos, et je me suis levé. Non, ai-je répondu. Vous pouvez commencer à réparer tout ça, en disant enfin la vérité. Une fois dehors, mon téléphone a vibré, signalant un message de mon père. Tu as détruit cette famille. Je lui ai répondu, du tac au tac. Non, j'ai juste arrêté de cacher ses ruines. Puis, je l'ai bloqué, et j'ai continué à marcher. Les conséquences ne se sont pas abattues comme un éclair. Elles sont arrivées, tout comme des factures. Lentement, de manière très officielle, une enveloppe à la fois. L'entreprise de Madame Henderson a purement et simplement annulé son contrat avec la société de mon père. L'Église a lancé un audit sur cette fameuse collecte de fonds, et de nombreux donateurs ont exigé des explications écrites. La bourse de Brandon a été suspendue, dans l'attente d'une enquête approfondie, non pas parce que je voulais sa destruction, mais parce que ce dossier avait été construit sur des chiffres que mes parents étaient bien incapables de justifier. Ma mère a cessé de publier de belles photos de famille, accompagnées de légendes qui parlaient de bénédiction. Mon père a mis fin à ses longs discours vantant la discipline. Pour la toute première fois depuis des années, la famille Keller a dû apprendre à vivre sans la moindre salve d'applaudissements. Je n'ai jamais publié leur nom de famille. Je n'ai envoyé aucun inconnu pour les harceler. Je n'en avais d'ailleurs nullement besoin. Les personnes même qui avaient contribué à façonner cette image ont été celles qui l'ont regardée se fissurer. Ma série de vidéos anonymes a continué, mais elle a changé de cap. Il s'agissait moins de dénoncer ma propre famille, et bien plus d'aider d'autres personnes à identifier ces manières silencieuses par lesquelles le favoritisme se transforme en abus. J'ai utilisé mes premières véritables économies pour m'inscrire à des cours universitaires spécialisés dans la gestion des archives numériques. Car, quelque part, entre la numérisation de mes preuves et la reconstruction de ma propre existence, j'ai découvert que j'étais particulièrement doué pour préserver la vérité. Brandon m'a envoyé un email, une seule fois. Il me disait qu'il était désolé, profondément désolé, et que la perte de sa bourse lui avait enfin fait prendre conscience de tout ce qu'on lui avait offert sur un plateau d'argent. Je n'ai pas répondu dans la foulée. Le pardon, j'ai fini par l'apprendre, n'est pas une performance que l'on doit aux autres, sous prétexte qu'ils se sentent enfin coupables. Ma mère m'a fait parvenir par la poste la lettre argentée, rédigée par grand-mère Evelyne. Tout en bas de cette lettre, grand-mère avait écrit « Madison mérite de mener une existence qui lui appartient véritablement ». J'ai scotché cette merveilleuse phrase, juste au-dessus de mon bureau. Voici la leçon primordiale que je souhaite que vous tiriez de mon histoire. Les liens du sang ne donnent à personne le droit de continuer à vous blesser en toute impunité, et la loyauté familiale ne devrait en aucun cas exiger de s'effacer soi-même. Parfois, le silence protège davantage les personnes qui vous font du mal
qu'il ne vous protège vous-même. Parfois, le simple fait de partir loin n'a rien d'une trahison. C'est la toute première chose, sincère et honnête, que vous ayez jamais faite pour vous-même. Et parfois, la vengeance la plus éclatante n'est pas de devenir quelqu'un de cruel. C'est de devenir quelqu'un que l'on ne peut plus ignorer. Je n'étais pas la sœur jalouse. Je n'étais pas la fille dramatique. J'étais le témoin, j'étais la preuve, et pour finir, j'étais la voix. Alors, si vous avez un jour été la Madison de votre famille, celle qui nettoie, une fois la fête des autres terminée, celle à qui l'on ordonne de sourire, pendant que son cœur se brise, rappelez-vous bien de ceci. Vous n'êtes pas obligé de réduire toute la maison en cendres, pour parvenir à vous en échapper. Il vous suffit tout simplement d'arrêter d'en soutenir les murs.